Je vous avoue, on attendait un petit peu que les gens arrivent, mais vous êtes là pour un certain nombre, même avant le début. Donc, on va pas vous faire attendre plus. L'idée, en plus, c'est qu'on ait du temps pour pouvoir échanger avec vous. Donc, on s'est dit, on commence. Donc, bienvenue à ce forum intitulé Finances intercommunales coopérer avec les communes pour mieux agir au service de la transition écologique. Évidemment, on va dire quelques mots, même des mots peut-être un peu longs sur le contexte financier, budgétaire, qui, pour le moins qu'on puisse dire, pas très favorable à la transition écologique. Mais le but de ce forum, c'est également de rentrer dans le détail. On aura le récit d'un rapport sénatorial qui donne, et le mot n'est pas usurpé, vraiment une boîte à outils, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vrai que c'est mieux quand les dotations sont là, mais quand même, on veut, sans passer un message positif par principe, mais montrer que, quand même, que beaucoup de choses sont possibles et vous donner, dans la mesure du possible, des conseils, de voir effectivement des fonds de concours qui sont, la façon dont ils sont organisés, vraiment avec un fléchage spécifique vis-à-vis des projets de transition écologique. Donc ça, on le fera tout au long de ce forum. Donc, deux coprésidents pour ce forum, qui représentent les deux commissions de l'AMF qui sont concernées par notre thématique, donc finances et intercommunalité. Donc, tout d'abord, Stéphanie Guiraud-Chomeil, maire d'Albi, présidente de la communauté d'agglo de l'Albigeois et également coprésidente de la commission intercommunalité de l'AMF. Et Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette, dans l'Essonne, et également coprésident de la commission transition écologique. Donc, je vais vous demander peut-être de faire en quelques mots une petite introduction de notre forum, et après, je vous expliquerai, on est organisé en deux séquences, comment ça fonctionnera. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde. Je suis donc Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette. Et pour ma part, j'ai acquis la conviction que je vis le premier mandat à l'issue duquel mes concitoyens me demanderont des comptes sur ce que j'ai fait ou pas fait en termes de transition écologique. Et je le sens d'autant plus que les discussions en mairie, quotidiennement avec eux, portent énormément sur ces questions-là. Pourtant, pour régler cette question de l'urgence climatique, les maires, depuis plusieurs années, ont décidé d'accélérer et de faire des efforts extrêmement importants. La grande cause nationale de l'urgence climatique, elle comprend un mot qui, je pense, est en train de révolutionner notre façon de faire. Dans ces 4 mots, grande cause nationale et urgence climatique, il y a le mot urgence. Et je pense que nous n'avions jamais été confrontés à ce point-là à la notion de l'urgence. On a des faux plafonds qui tombent dans un restaurant d'école. On a un réverbère qui tombe au milieu de la rue. Régler en quelques années l'adaptation de nos bâtiments scolaires, de nos gymnases, de nos centres culturels, de tous nos bâtiments publics pour les rénover énergétiquement, refaire tout l'éclairage public, travailler sur la mobilité douce. Tout ça, on n'avait jamais été confronté à cette question-là dans un délai aussi court. Et forcément, si on parle de l'urgence, on est obligé de parler de son financement. C'est obligé. Et vous me pardonnerez de donner juste quelques chiffres, parce qu'il faut donner quand même quelques chiffres. L'Institut de l'économie pour le climat, à la fin des années 2010, a remis un premier rapport pour estimer les besoins en financement des collectivités locales pour réaliser la transition écologique dans les territoires. Et en 2020, il estimait qu'il fallait qu'entre 2020 et 2030, chaque année, les collectivités locales investissent 12 milliards d'euros pour financer les travaux de transition écologique, ceux que je viens de citer. 120 milliards en 10 ans. Et en 2020, à la fin des années 2010, les collectivités locales dépensaient 5,5 milliards chaque année pour ces travaux, fléchés vraiment sur la transition. On n'était même pas à 50%.
Et ce qui tombe très bien dans le cadre de notre réunion de ce matin, c'est qu'il y a un mois, I4CE vient de remettre son rapport à jour. Et dans la remise à jour de son rapport, il y a des éléments très importants. D'abord, on a fait des efforts très importants dans nos communes, puisque de 5,5 milliards à la fin des années 2010, nous sommes passés à 8,3 milliards en 2022. 8,3 milliards. Et sous réserve de consolidation des chiffres, nous serions à 10 milliards en 2023. Donc on a augmenté de 40% nos efforts sur les travaux de transition écologique en l'espace de quelques années, ce qui montre notre volonté d'avancer sur cette question. Pour autant, I4CE, loin d'atténuer les besoins en financement, les remet à la page exactement du même montant. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il faut faire 12 milliards entre 2020 et 2030, I4CE dit il faut faire 19 milliards entre 2024 et 2030, soit le même montant, 120 milliards, mais au lieu de les faire sur 10 ans, il faut les faire sur 6 ans. Ce qui veut dire, à la limite, on peut se dire que dans 2 ans, I4CE va ressortir un rapport et il va dire qu'il faudra faire 40 milliards sur une durée encore plus courte. C'est dire l'effort qu'il nous est demandé. Et face à cet effort, quelle est notre situation ? Notre situation, nous sommes contraints financièrement parce que nous avons une règle d'or. Nous votons des budgets en équilibre. On le répète chaque fois que nous sommes face aux services de l'État et chaque fois qu'on nous attaque en nous disant que nous contribuons au déficit public de la nation. Bon. Donc, nous votons des budgets en équilibre. Et nous votons des budgets en équilibre parce que nous modérons notre endettement. Et d'autre part, notre fiscalité locale, nos ressources fiscales fondent comme neige au soleil. Ce qui veut dire que si nous avons une grande cause nationale et que cette grande cause nationale est adossée à une urgence, ça veut dire qu'à un moment, si nous voulons tenir les délais, il va falloir nous permettre d'agir de façon responsable et vis-à-vis de nos concitoyens et d'utiliser la ressource fiscale pour faire l'effort conséquent dans un nombre d'années très restreint. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes armés pour réaliser cette transition écologique, mais pour la faire en 20 ans ou en 25 ans, mais pas pour la faire en 6 ans. Donc il y a la question de la dette. Est-ce que nous pouvons identifier une dette verte dédiée à ces investissements qui nous permettrait de rallonger nos capacités de désendettement, de nous endetter sur plus longtemps, dès lors que cette dette est vertueuse? Et d'autre part, est-ce que il est normal que face à une grande cause nationale et à une urgence climatique, seule une partie de nos concitoyens participe au financement des politiques publiques via la fiscalité, puisqu'aujourd'hui, nous le savons, ceux qui payent la taxe foncière participent à l'exclusion des autres. Voilà. Ça, c'est une question. Et puis, juste pour terminer, vous nous alertez tous sur un point. Le signal envoyé en 2025 est quand même loin d'être bon dès lors que le fonds vert va perdre 1,5 milliard sur nos dotations. En rappelant une chose, le fonds vert n'est pas et ne sera jamais le mode de financement de la transition écologique. Il n'est pas à l'échelle, mais par contre, baisser de 1,5 milliard l'année où on met en place les budgets verts, où nous allons devoir identifier les budgets verts dans nos documents officiels, c'est un très mauvais signal envoyé. Voilà ce que je pouvais dire en introduction, mais rappeler que la transition, ce sera aussi de la décentralisation et une capacité supplémentaire pour les maires pour agir. Merci. Je voudrais juste, bonjour à toutes et à tous, en 2 mots, tout en adhérant bien évidemment aux propos de Jean-François Vigier, juste se dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une table ronde dans laquelle la situation des intercos et des communes, finalement, quels que soient les transferts de compétences qu'on ait pu opérer les uns et les autres, on va avoir exactement les mêmes sujets à gérer ce matin. Parce que la transition écologique,
que ce soit des compétences communales ou intercommunales, on la gère tous au quotidien, on est tous des élus, que ce soit sur nos dossiers de scolaires, que ce soit sur nos dossiers de gestion de l'eau, que ce soit sur nos dossiers de patrimoine végétal, quels que soient les sujets que nous avons à gérer dans nos communes ou dans nos intercos, et j'insiste, quelles que soient les compétences exercées par les uns et les autres, il y a forcément des éléments liés à la transition écologique dans les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et effectivement, la question du financement va être cruciale, la question de l'état de nos finances et de la manière dont nous allons présenter l'état de nos finances à la fin de ce mandat va être cruciale. Et néanmoins, nous avons là encore des enjeux qui sont vraiment majeurs. Et bien évidemment, nos concitoyens l'attendent, nous l'attendons également, le fait de pouvoir développer un certain nombre d'actions. Et je crois qu'il sera très important que ce matin, lors de cette table ronde, les uns et les autres, vous puissiez intervenir, parce qu'on va vraiment avoir besoin d'échanger sur les bonnes pratiques qu'il peut y avoir un petit peu partout. Mais très, très franchement, et ce n'est pas parce que je suis coprésidente de la commission intercommunalité, mais je crois que plus que jamais, on va avoir besoin de faire bloc parce que compte tenu de la situation qui nous attend dans les mois à venir, les communes auront besoin de leurs intercos comme les intercos auront besoin de leurs communes. Et donc, le fait de pouvoir travailler ce matin ensemble, transition éco et interco, ça va être quelque chose qui devrait être particulièrement intéressant. Merci beaucoup. Face à l'urgence, le couple doit être plus soudé que jamais, pour résumer. Première séquence, donc intitulée « Comment communes et intercommunalités peuvent-elles soutenir des projets en faveur de la transition écologique ?» Donc les différents intervenants, c'est donc vous deux, les deux coprésidents, également Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et également président de la métropole Rouen-Normandie, et Guy Benaroche, sénateur des Bouches-du-Rhône et surtout co-auteur d'un rapport sénatorial qui a à peu près 1 an, qui s'intitulait « Engager et réussir la transition environnementale de sa collectivité ». Donc, on reviendra avec lui sur les propositions. Et c'est vrai que quand vous parliez tout à l'heure de bonnes pratiques, c'est vrai que ce rapport fourmille de bonnes pratiques, audition d'une centaine de collectivités de toute taille. Donc, tout le monde pourra se retrouver un peu dans ce que vous pourrez nous présenter. Et de voir que malgré ce contexte pour le moins difficile, des choses sont possibles. Je ne veux pas tenir un message positif par principe, mais dire quand même que des choses sont possibles. Et comme disait Jean-François Vigier, l'urgence est là. Donc voir comment avancer sur le dossier. Nicolas Mayer-Rossignol, je vous donne tout de suite la parole. Donc contexte d'une métropole qui peut se définir urbaine et rurale, parce que vous avez beaucoup de petites communes. Donc contexte, vous avez été assez en avance. De toute façon, votre métropole est pas mal citée dans le rapport sénatorial. Une démarche de COP21 qui n'était pas si fréquente en 2018. 1 an après, cette catastrophe de Lubrizol. Et peut-être, il a fallu un petit peu de temps pour pouvoir le dire, mais finalement, quelque part, ça a été un accélérateur de la transition écologique. Donc, si vous pouvez nous planter un peu le décor et tout ce travail avec justement les petites communes de votre métropole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, peut-être pour donner le contexte local, pour dire d'où je parle, effectivement, la métropole rouennaise, c'est 71 communes. Rouen est une commune à la fois grande et petite, c'est 115 000 habitants, la métropole en fait 500 000, et en fait on a beaucoup, on en a 45 sur 71 des communes qui font moins de 4 500 habitants. Donc la problématique métropolitaine est évidemment forte, mais c'est aussi une problématique de ruralité, si vous connaissez la Normandie et la vallée de Seine, industrielle, vous avez cité Lubrizol, et puis aussi de conséquences concrètes, à la fois sociales et écologiques du réchauffement climatique. Écologique, chez nous, c'est le risque inondation, c'est la montée des eaux avec la Seine. L'agglomération rouennaise est, avec certaines agglomérations du Nord, comme Calais, Dunkerque, parmi les plus touchées par ce risque-là lié au réchauffement climatique. Et puis social parce qu'avec le changement lié à la décarbonation et aussi à la désindustrialisation, Rouen, c'est une ville portuaire, industrielle, ouvrière, je ne vous fais pas un dessin, il y a évidemment un enjeu. Je donnais juste un acronyme qui fait souvent débat, ZFE. Ici, on est concerné chez moi pour plein de raisons assez connues sur la qualité de l'air, les enjeux socio-écologiques. C'est facile d'en parler. Concrètement, quand on agit, c'est pas toujours facile de les articuler. Alors, comme on a un temps limité, je ne veux pas faire de langue de bois. Moi, je souscris et je vous remercie pour l'invitation à ce qu'ont dit les deux coprésidents de cette table ronde. C'est vrai qu'il y a urgence, c'est vrai qu'il faut faire bloc. Ce sont les deux grands messages que vous avez indiqués et je partage complètement.
Maintenant, s'il y a urgence et s'il faut faire bloc, il faut aussi qu'on soit à l'échelle du sujet. Et là, c'est le scientifique de formation qui parle. Tous les scientifiques du monde disent à peu près la même chose. Le défi du réchauffement climatique est un défi d'une urgence, c'est vrai, temporelle, comme on n'en a jamais connu, mais aussi d'une intensité en termes d'investissement et de montant, comme on n'en a jamais connu. Et là, il faut parler vrai. On n'est pas du tout à l'échelle. Est-ce qu'on remplit nos objectifs de l'accord de Paris, Paris en France, de 2015? On est en 2024. Pas du tout. Pas du tout. On se ment tous à nous-mêmes. Hein. Alors, je ne dis pas que ce sont les communes qui sont responsables. Ce que je veux dire, c'est que si on pense qu'à l'échelle de notre pays et des territoires, nous sommes aujourd'hui sur la trajectoire de l'accord de Paris, la réponse est non. Pourquoi? Est-ce que c'est au niveau local? Au niveau local, franchement, s'il y a bien un acteur qui fait le job, ce sont les collectivités locales. Et là, il faut quand même qu'on ait ce débat. On ne peut pas nous dire d'un côté, vous devez agir sur la transition énergétique, écologique, la qualité de l'air, avec des lois bâtons. Je viens de citer la ZFE, je pourrais citer le ZAN. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Et investissez, investissez, investissez. Et de l'autre côté, nous dire, ah oui, mais alors attention, vous ne faites pas de déficit. La dette, le ratio de désendettement, si vous dépassez 15, et en fait 12, et en fait 10, en fait la Cour des comptes ou la Chambre régionale des comptes vient vous voir dès que vous dépassez 7, enfin bref. Et puis on ne tient pas compte du fait que c'est une dépense vertueuse sur l'écologie ou pas, etc. Ah oui, mais attention, par ailleurs, il faut aussi que vous vous substituiez à l'État sur d'autres sujets. Enfin bref, tout ça ne fonctionne pas. Je rappelle juste le chiffre d'ICAD-CE, plus 44% d'investissement climat des collectivités depuis 2017. Donc ça corrobore ce que vous disiez à l'instant. Sauf qu'en même temps, vous avez cité fonds verts, on baisse. Mais moi, je vais vous dire l'ADEME sur les réseaux de chaleur. Tous les maires vous diront que si on met en place un réseau de chaleur, c'est un bazar pas possible. C'est les travaux dans tous les sens. Tous les habitants se plaignent pendant les travaux. Bon, ils sont peut-être contents après, mais enfin, en attendant, il faut quand même se taper tout le coup politique de faire le réseau de chaleur. Ça coûte un fric fou. C'est très long. Et en plus, là, l'ADEME qui finance les fonds chaleur, à ce stade, on va voir le budget final, moins de 35%. Ça ne marche pas, en fait. Autre exemple de mur financier, la rénovation thermique des logements, qui touche en premier lieu, évidemment, nos concitoyens qui ont les revenus les plus modestes, les HLM, quoi. Bon, il y a un moment, enfin, vous voyez dans mon propos que ce n'est pas la peine d'aller par quatre chemins. On n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Et ce n'est certainement pas les acteurs publics locaux qu'il faut blâmer, ce sont eux qui font le plus. On n'y est pas au niveau de l'État. Clairement, l'écologie n'est pas une priorité de ce gouvernement, je le dis, voilà, c'est un choix, mais enfin, c'est clairement pas une priorité. Et donc, il y a une contradiction. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Vous avez cité la COP qu'on a faite en 2018, effectivement, sur Rouen. Il ne faut pas non plus faire croire qu'on arrivera à se mettre à l'échelle sur le réchauffement climatique juste avec de l'argent public. Il y a l'État, il y a les collectivités, mais il y a aussi les entreprises, il y a aussi les associations, il y a aussi les citoyens. Et là, on a besoin aussi que sur, par exemple, le soutien privé, l'engagement des entreprises, on ait une coordination beaucoup plus forte. Le rôle de l'État, il est de donner une vision, il est aussi de soutenir effectivement les collectivités, plus de décentralisation, plus de moyens, en tout cas en adéquation avec ces enjeux, mais il est aussi de faciliter avec les collectivités locales, et on connaît notre tissu économique local, la coordination avec les entreprises pour avancer sur ces sujets. Je vous donne des exemples très concrets, très simples. Plan de déplacement des employés, mettre des ombrières sur les parkings, faire en sorte que les entreprises regardent l'économie circulaire, que les déchets des uns puissent être les intrants des autres, etc. Ça se fait dans plein de territoires. Mais je voudrais insister là-dessus parce qu'en France, et c'est un socialiste qui vous dit ça, on a tendance à tout mettre sur le public. Mais l'intensité et l'urgence de l'enjeu écologique impliquent qu'on ait des coordinations locales qui permettent que d'autres acteurs, et en particulier privés, et aussi bien sûr citoyens et associatifs, mais on n'a pas le temps de développer, soient également responsabilisés et impliqués. Et avec votre démarche de COP21, vous avez réussi voilà. Justement, embarquer le privé? On a réussi, ça serait vraiment prétentieux de dire ça. Mais vous créez une dynamique et vous permettez d'impliquer les uns et les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Et de responsabiliser. Parce qu'on peut faire toutes les pistes cyclables, les réseaux de chaleur, la rénovation, etc. Si les acteurs privés, si les citoyens n'embrayent pas, ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, quand vous avez des changements culturels, un bon exemple sans doute dans les grandes métropoles, c'est peut-être, je ne sais pas moi, le vélo.
ça fonctionne. Quand vous mettez des incitations fortes, vous voyez des changements culturels. Mais à l'inverse, quand vous n'avez pas les incitations, vous ne pouvez pas demander aux gens de prendre le vélo ou de prendre le train s'il n'y a pas de gare, s'il n'y a pas de train à une bonne fréquence, etc. Donc c'est vraiment une articulation. Et moi, j'insiste sur ce rôle-là qui milite en fait pour remplacer la bureaucratie par plus de démocratie, comme le dit David Lisnard. Hein. Et il a absolument raison. C'est-à-dire que la décentralisation, elle permet effectivement de plus de proximité, mais elle permet aussi de mieux fédérer les acteurs locaux. Parce que quand vous avez des lois, qu'elles soient européennes ou nationales, exemple ZFE ou ZAN, qui sont des lois très contraignantes, qui viennent imposer des contraintes supplémentaires aux collectivités locales, si vous n'embarquez pas le tissu local, vous avez plein de résistances, de réticences, qui peuvent être soit politiciennes, soit tout simplement civiles et compréhensibles, à vrai dire. Parce que tout le monde est pour la lutte contre le réchauffement climatique, tout le monde est pour, je sais pas moi, lutter contre l'artificialisation des sols. Mais si vous dites aux gens, maintenant on va tous habiter dans un habitat plus dense, tout de suite on vous dit, ouais, attendez, si vous dites aux gens il faut délocaliser votre logement parce qu'il y a un risque d'inondation, oui, enfin, comment vous me financez ça, enfin, et c'est normal, c'est absolument humain, il faut changer votre voiture parce qu'elle pollue trop, d'accord, mais enfin, j'avais pas prévu de remplacer ma bagnole, enfin, voilà, etc., etc. Donc, cet enjeu de coordination locale, il est très fort. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des territoires, Rouen est un exemple, mais il y en a plein d'autres, qui ont mis en place des COP. Et ensuite, vous avez eu un secrétariat à la transition écologique et une mise en place de COP régionales qui se sont mis en place il y a 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, sous l'égide de Christophe Béchu, quand il était ministre. Ça a fait flop. Vous avez eu des CRTE, si vous vous souvenez, le CRTE, ça n'a servi à rien. Enfin, à un moment, il faut dire les choses, ça n'a servi à rien. Alors, en tout cas, largement à rien. Donc, moins de bureaucratie, plus de démocratie. Des moyens adaptés. Révisons aussi, j'en profite pour le dire très rapidement, les règles comptables. Parce que cette histoire des 15 ans et des 12 ans, ce n'est pas la même chose si vous investissez sur la transition ou si vous investissez sur autre chose. Je reprends mon exemple des réseaux de chaleur. Ça va créer des économies. Donc il y a un retour sur investissement public. C'est absolument pas pris en compte dans le ratio. Aujourd'hui. Oui. C'est vrai que c'est parmi la longue liste de propositions. Non, mais il y a tout dans ce rapport. J'espère que tout le monde a lu ce rapport. Il est excellent. Il faut absolument le lire. Merci beaucoup. Je reviendrai aussi vers vous sur les fonds de concours et les fonds aussi pour l'investissement local que vous avez mis en place. Les fonds d'investissement, effectivement, avec les aides majorées sur... peut-être après, parce que comme là, on va rentrer un peu dans le détail avec Guy Benaroche. Donc, difficile de parler de ce rapport assez dense en 5-6 minutes. Hein, c'est le challenge qu'on a essayé de relever. Après, l'idée, c'est aussi que vous puissiez poser le maximum de questions, parce qu'il y a vraiment des choses, comme je vous disais, vraiment très, j'ai envie de dire même pratico-pratiques. Merci, merci déjà à l'AMF de nous recevoir et d'avoir organisé ce débat. Ce rapport, effectivement, est assez dense. Ça, c'est sa version complète. Vous en avez quelques-uns, d'ailleurs, en dehors de pouvoir y accéder électroniquement. Vous en avez quelques-uns sur les tables à la sortie. Puis, il y a une synthèse, parce que le Sénat fait toujours un essentiel de ces documents, en 8 pages, qui donne déjà une bonne idée de ce qu'il y a dans le rapport, que vous trouverez également ici, mais auquel vous pouvez accéder facilement sur le site du Sénat. Ce rapport, en fait, il a été fait à la demande de la délégation aux collectivités territoriales, dont j'étais vice-président, et j'ai été co-rapporteur de ce rapport avec 2 de mes collègues, Pascal Martin de Seine-Maritime et Laurent Burgois du Gard, de l'Hérault, pardon. Ce rapport, en fait, que j'ai porté avec eux, à l'époque, c'était Françoise Gatel, qui est aujourd'hui ministre, qui était présidente de la délégation aux collectivités territoriales. Il a démarré par l'écoute et la prise de connaissance de démarches qui avaient été menées par les territoires, parce que tu l'as très bien dit, en fait, et vous l'avez également très bien dit, les démarches initiales sur la transition écologique, elles sont nées et elles naissent depuis très longtemps. Essentiellement, elles viennent des territoires. J'ai 2 exemples anciens de communes, parce que je dis anciens parce qu'elles ont démarré très tôt. Moi, en Sartou, dans les Alpes-Maritimes, avec Françoise Kéry, et Lens-les-Goëles, dans le Nord, avec Jean-François Caron, qui sont des démarches de maires qui ont engagé des transitions environnementales et écologiques, avant même, bien entendu, qu'il n'existe aucun fonds vert ou autre qui puisse permettre de le faire. Et ces initiatives, je sais que beaucoup d'entre vous les mènent et les ont menées. Et en fait, nous voulions, à partir de ce qui avait été fait, au départ au local, en démarrant par les territoires et par l'organisation, par les communes et les blocs communaux d'un certain nombre de transitions, nous voulions faire le point sur ces démarches,
faire le point entre ce qui avait marché, ce qui avait moins marché, les méthodologies qui avaient été utilisées, les façons de faire, et en tirer à la fois un guide de bonne pratique et un outil, une boîte à outils que pourrait utiliser n'importe quel élu d'une petite commune, d'une moyenne commune, d'une grande commune, d'une communauté de communes ou même d'une strate territoriale plus importante pour mener des politiques de transition environnementale et écologique. Donc ce guide se veut très pratique. D'ailleurs, quand vous le consulterez sa version électronique, vous verrez qu'il est rempli de liens et d'icônes qui permettent sur des sujets très spécifiques, quelle formation, sur quel métier faut-il former les fonctionnaires territoriaux, avec qui faut-il agir pour mener un certain nombre de démarches dans la formation, quels sont les différents services de l'État que vous pouvez consulter. Mais à chaque fois, c'est quelque chose de très pratique, avec des listes, avec des adresses, avec des noms, avec des personnes. Je veux dire par là, ce n'est pas un rapport qui se veut très général. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà auditionné plus de 50 maires, nous avons sondé plus de 150 acteurs de la transition et un certain nombre d'experts, dont I4C, dont on a parlé tout à l'heure, dont le travail est considérable depuis quelques années et très intéressant, et qu'on a reçu en plus de cela une cinquantaine de contributions écrites également d'élus et de maires entre avril et octobre 2023. Les effets du dérèglement climatique, on l'a dit, sont visibles partout. Je ne vais pas refaire le chemin pour essayer d'expliquer où en est la situation, parce que ça, je pense que beaucoup parmi vous en sont maintenant conscients et que c'est un constat qui est partagé par énormément d'élus, voire par la totalité des élus. La question que nous avons voulu poser, c'est comment faire ? Comment faire ? Parce que c'est la question qui se pose en fait à chacun d'entre nous, puisque moi-même je suis élu municipal, bien sûr en tant que sénateur, je ne suis plus ni maire ni adjoint, mais je suis resté conseiller municipal de ma commune de 6500 habitants. La question du comment faire, elle se pose à chacun d'entre nous au niveau local. Comment repérer les vulnérabilités sur lesquelles il faut intervenir en priorité ? Comment identifier, lancer ou accélérer des projets favorables à la transition environnementale et écologique ? Comment concilier les urgences du quotidien, on en a parlé tout à l'heure, et la demande sociale avec des enjeux qui, eux, sont à moyen et à long terme ? Comment organiser sa gouvernance et comment mobiliser son administration pour que les objectifs entrent dans les pratiques? Comment trouver les relais et les échos dans son territoire pour entraîner les autres acteurs dans une dynamique vertueuse? C'est à toutes ces questions du comment que nous avons voulu essayer de répondre ou d'apporter un certain nombre de réponses. Et nous avons voulu nous faire également le porte-parole des réussites et des bonnes pratiques qui sont menées déjà dans beaucoup de communes et dans beaucoup de collectivités territoriales en France, et appeler en fait, quelque part, à passer ce que nous avons appelé de la logique des pionniers, parce que certains d'entre nous et beaucoup d'entre vous sont des pionniers, à celle de la massification, parce que massification urgente, elle est nécessaire aujourd'hui, avec un objectif de diffusion des bonnes pratiques et d'une boîte à outils. C'est aussi un outil pour l'État que nous avons voulu créer, puisque nous avons préconisé un État stratège avec un certain nombre de contractualisations pluriannuelles à la clé. Et nous avons également repris les demandes qui étaient celles des communes vis-à-vis de l'État, parce que toutes les communes qui ont entrepris des démarches n'ont pas attendu, pour certaines, en fait, que l'État vienne leur dire ce qu'il fallait faire. Elles l'ont fait. Et très souvent, ce qui nous a été dit, c'est qu'il faut juste qu'on empêche l'État d'être un frein à nos politiques. Donc l'État ne doit pas être un frein. Et là, on le voit, je ne vais pas parler du PLF qui arrive au Sénat dans 8 jours, mais le combat sera rude, là aussi, pour permettre aux communes de sauver l'essentiel, c'est-à-dire la démocratie en France. En fait. Mais c'est vrai que le gouvernement ne vous a pas toujours suivi, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense au fonds vert, vous proposez de l'augmenter, de dire finalement l'outil se révèle assez utile. On sait que c'est un levier de financement assez efficace. Et une baisse de 60%. Voilà, je faisais juste cette parenthèse. Oui, c'est et on a de nous le rappeler. Et peut-être quelques mots sur les recommandations. Oui. On a évoqué les règles comptables et financières. Vous avez justement des propositions sur l'endettement aussi. Peut-être un focus sur quelques-unes des recommandations. Oui, alors effectivement, c'est un des focus, c'est une des attentes en fait. C'est d'avoir une nouvelle vision à la fois budgétaire et financière des dépenses de fonctionnement, par exemple.
quand elles sont vertueuses et quand elles reviennent à de l'investissement, à de la capacité d'endettement, de la fiscalité locale ou des montants qui sont mis à disposition. Il faut changer les règles comptables. On ne pourra pas isoler une dette verte s'il n'y a pas un changement des règles comptables. Donc il faut aller de l'avant sur ce changement. Et ce changement-là, j'ai été ravi, par exemple, il y a 2 mois au congrès des experts comptables qui avait lieu à Marseille, de m'apercevoir que c'est aussi un travail qui est en marche chez les experts comptables. Le fait d'isoler de la dette verte n'a de sens et ne pourra être fait qu'à partir du moment où elle s'accompagne effectivement d'un changement des dettes comptables. On ne tient pas compte, par exemple, on le sait très bien, chacun d'entre vous sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas tenir compte des coûts évités. C'est-à-dire que quand on fait aujourd'hui une politique d'investissement dans le domaine de la transition écologique, on sait très bien que souvent, elle s'accompagne de frais de fonctionnement. Parce que cette transition-là demande souvent aussi beaucoup de frais de fonctionnement qui accompagnent l'endettement, qui accompagne l'investissement. Alors l'investissement serait vertueux, mais les frais de fonctionnement générés par cet investissement, en fait, seraient une double peine pour les communes, parce qu'à la fois, ils seraient considérés comme étant non vertueux, et en même temps, ils les empêcheraient d'avoir accès à un certain nombre de fonds qui sont liés à ce qui serait une capacité des communes à diminuer ces frais de fonctionnement. On voit très bien qu'il y a une limite ici, puisque c'est de ces investissements et de ces frais de fonctionnement que vont dépendre des coûts évités, non pas à long terme, mais des fois à 2-3 ans, voire même plus rapidement. Donc on voit très bien que là qu'il y a une limite. La limite, c'est aussi les règles comptables et budgétaires. C'est aussi ce qui permet des fois des rapports, je ne sais pas qui l'a cité, des chambres régionales des comptes ou des cours des comptes qui peuvent être un peu assassins, mais c'est parce qu'ils sont basés sur des règles qui aujourd'hui doivent changer également. C'est une des 24, il y a 12 préconisations qui sont des préconisations et des bonnes pratiques et des conseils aux communes. Et il y en a 12 qui sont celles que les différents élus que nous avons rencontrés adressent eux-mêmes à l'État en disant oui d'un État stratège, mais assez par exemple des appels à projets. Arrêtez de nous demander des appels à projets qui vont mobiliser et nos compétences et notre temps et notre argent, alors qu'aujourd'hui on a un projet que nous avons mis au point, nous, dans notre commune, avec nos habitants, parce que nous avons créé un récit, parce que nous nous sommes basés sur des bases de données très territorialisées que l'État doit nous fournir, et nous avons donc engagé un projet. Ce projet-là, faites-nous confiance. Faites-nous confiance, finançons-le. Ne nous demandez pas d'avoir, avant même que le projet soit financé, d'avoir bâti en fait le projet en totalité. Et après, contrôlez-le. Mais faites confiance aux gens de terrain qui bâtissent les projets de transition, qui les ont bâtis depuis des années, qui continueront à les bâtir mieux que l'État ne pourra les faire. Contentez-vous de votre rôle de stratège et d'accompagnement des collectivités dans la transition. Merci beaucoup et je vous incite vraiment à le lire dans le détail. Peut-être une réaction des 2 coprésidents et je pensais notamment à cette question de la dette verte. Parce que, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée Alors, je vais commencer, je laisserai la parole ensuite à Jean-François. Le constat, on le partage tous. On est tous inquiets, quel que soit le niveau de prélèvement de nos communes à venir. On partage tous le constat de ce qu'on n'a pas les moyens, de ce qu'on a envie de faire. On partage tous le constat de ce que les prélèvements dont on va faire l'objet sont largement supérieurs à la capacité qu'on peut avoir de participer. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait la mémoire trop courte non plus. En 2014, déjà, on a un certain nombre qui étions déjà élus. En 2014, déjà, on a contribué au redressement des comptes publics. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un très gros coup sur la tête et on s'est donné les moyens collectivement de continuer à avancer quand même. Donc aujourd'hui, on va évidemment pas baisser les bras et l'AMF mène un combat qui est salvateur pour nous tous en essayant de faire en sorte qu'on soit moins impactés les uns et les autres. Pour Albi, c'est 2 millions d'euros et 3 millions d'euros pour la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Nous, on vote notre budget municipal dans 15 jours. Quand vous apprenez 15 jours ou un mois avant le vote du budget qu'il va y avoir des prélèvements de cette importance, c'est pas évident. Donc on est en train d'essayer de rebondir. On espère que ce sera moins douloureux que ce qu'on nous annonce. Néanmoins, 60 milliards d'euros de dettes pour notre pays. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit tous raisonnables. Il va falloir faire quelque chose et on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc on n'aura pas ce qu'on avait imaginé qu'on aurait. Je crois que c'est pas très amusant à dire, mais je crois qu'il faut quand même qu'on se le dise entre nous. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à répondre à tous les enjeux qui sont les nôtres avec moins d'argent. Et c'est l'importance aussi de cette table ronde, c'est que finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir faire mieux
bloc, ou faire mieux ensemble, ou faire mieux peut-être aussi avec d'autres territoires. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on s'interdise aussi de travailler avec des comcom voisines, avec des communautés d'agglo voisines, avec des communes voisines. Je pense que aucun d'entre nous ne se ressemble. On a parlé de beaucoup de choses, on n'a pas parlé de la différenciation. La différenciation, elle va être indispensable. Il faut qu'on puisse avoir un espèce de contrat, je n'ose pas dire de confiance, avec nos préfets pour pouvoir effectivement trouver des solutions en local qui correspondent aux enjeux de nos intercos, aux enjeux de nos communes. C'est indispensable. Demain, on n'aura pas tous une piscine sur nos communes ou sur nos comcom. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, on considère tous normal qu'une ville-centre ait des charges de centralité? Est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas y avoir des intercos qui aient aussi des charges de centralité, comme par exemple avec un équipement aquatique qui servent aux communautés de communes voisines et qu'effectivement, il puisse y avoir un espèce de petit bonus à la construction d'une piscine. Une piscine, c'est objectivement un non-sens écologique si on y pense très froidement, sauf qu'on en a besoin pour apprendre à nos enfants à nager, on en a besoin pour que l'été, ce ne soit pas des tuyaux qui coulent partout avec de l'eau qui coule pour rafraîchir les gens. On a besoin d'équipements publics. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de tous avoir les mêmes équipements publics? Je n'en suis pas sûre. Il va falloir qu'on apprenne à faire ensemble. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et puisque vous m'avez interrogé sur la dette verte, et c'est là où notre binôme est absolument parfait, c'est que, très sincèrement, je ne suis pas sûre que, parce que la dette s'appelle verte, elle soit plus propre que les autres dettes. Je ne suis pas sûre que quand on fait une école, la dette, elle est plus sale que quand on fait un changement de lampadaire. Je crois très sincèrement que d'abord, maintenant, quand on fait une école, il n'y en a pas un d'entre nous qui ne revoit pas toutes les isolations, qui ne fasse pas un peu de géothermie, qui n'essaie pas effectivement d'avoir une vision beaucoup plus tournée vers la transition éco qu'il y a même 10 ou 15 ans. On ne fait plus une tribune de stade de sport ou de stade sans avoir une idée de photovoltaïque, de récupérateur d'eau pour ensuite arroser les terrains. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On met une partie du budget de la tribune ou une partie du budget de réfection de l'école sur une dette verte. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de la dette verte? Il va falloir la payer. Et effectivement, on peut se donner d'autres échéances pour une dette verte, sauf qu'à un moment donné, on est tous des élus responsables et on n'a pas très envie de transmettre trop de dettes non plus. Et c'est là que je crois que la dette verte, ça peut être intéressant de l'isoler, bien sûr, mais à condition de ne pas oublier à un moment donné de la payer, parce qu'il ne faudrait pas que nos communes deviennent comme l'État, et à force d'accumuler dette sur dette, qu'on se retrouve avec des choses, avec un mur face à nous qu'on n'arrive plus effectivement à gérer, et nos concitoyens ne nous le pardonneraient pas non plus. Donc je crois que vraiment, aujourd'hui, la dette verte, pourquoi pas pour justifier d'un certain nombre d'actions, mais attention à ne pas nous retrouver dans la position de l'État qu'on critique aujourd'hui. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ma position, et je vais passer la parole à Jean-François, mais vraiment, attention à ce qu'on fait, parce que la transition éco, elle est bien sûr dans les projets les plus importants de parcs photovoltaïques, de réseaux de chaleur, mais la transition éco, il n'y a pas un centime d'euro investi dans nos communes qui ne touche pas de près ou de loin à la transition éco. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention de pas se donner l'impression qu'on est meilleur gestionnaire parce qu'on crée de la dette verte et propre, dite propre, et qu'on en oublie que le reste de nos investissements, il est bon pour les entreprises locales, il est bon pour nos territoires, il est bon pour nos concitoyens. Je vous demande si c'est possible une réaction courte pour donner la parole après à la salle. Alors, je ne vous oublie pas, sur sur la question, attention à notre responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Puisqu'à un moment, on pourrait nous reprocher de ne pas être allé assez vite. On voit bien, I4CE, c'est 6, 7 ans, 10 ans. Et nous, selon nos possibilités, aujourd'hui, c'est beaucoup plus long. Donc, ne laissons pas dire et ne disons surtout pas aujourd'hui que nous avons les moyens de réaliser la transition écologique dans les délais qui nous sont impartis. Parce que là, nous porterions une responsabilité. Attention, la transition écologique, elle est vertueuse, elle répond à un objectif, mais elle est aussi attendue par nos concitoyens parce qu'elle amène du confort à nos concitoyens. Les enfants qui vivent dans 35 degrés dans les classes entre le 15 mai et le 30 septembre, on a les parents dans les conseils d'école et qui viennent nous voir pour nous dire quand est-ce que vous rénovez énergétiquement nos groupes scolaires. Donc moi, je prends mon premier groupe scolaire. Moi, je vais vous dire, j'aurais adoré
faire un projet, reconstruire l'école, l'adapter aux besoins. Ben maintenant, j'en suis. On fait de la rénovation énergétique par l'extérieur. On repeint à l'intérieur, on refait les sols pour aller le plus vite possible parce qu'il y a le deuxième groupe scolaire qui a pris son ticket, comme chez le boucher, et qui me demande quand est-ce que vous arrivez pour nous refaire notre groupe scolaire et notre rénovation énergétique. Après, il y a les gymnases parce que j'ai les clubs sportifs qui me hurlent dessus. C'est tout ça aussi, la réponse à la transition écologique. C'est que nos habitants nous le demandent. Donc attention à ne pas nous mettre en difficulté. Aujourd'hui, il nous manque 2 leviers essentiels à mon sens. Le premier, c'est celui de la fiscalité. Puisque nous ne pouvons pas répondre à cette urgence si une seule partie de nos concitoyens participe à l'effort de guerre. Et deuxièmement, et là Stéphanie, je dis la dette verte, ça dépend ce qu'on entend par dette verte. Pour moi, la dette verte, c'est la capacité de nous endetter sur une durée plus longue au regard de l'enjeu. Nicolas Meyer-Rossignol, il l'a rappelé, il l'a dit, moi j'ai vécu ça en 2020, les baisses de DGF de Hollande les 3 premières années font que je repousse mes investissements sur les 3 dernières années du mandat précédent, et je m'endette, et je crève le plafond, 40 ans de capacité de désendettement. Moi j'ai la DGFiP qui a débarqué en mairie, hein. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, voilà, il faut baisser ça, il faut baisser ça, il faut baisser ça, voilà. Donc ça, on ne peut pas le vivre dès lors qu'on est sur une urgence climatique. Et puis, il y a un autre point, puisque vous avez parlé des inondations, c'est les dépenses d'adaptation. Puisque là, on est sur de l'atténuation. I4CE, c'est de l'atténuation, monsieur le sénateur. Les dépenses d'adaptation, mais c'est monstrueusement cher, ce qui nous attend, et en investissement et en fonctionnement. Ma ville a été sujette aux inondations il y a 1 mois. Et je sais aujourd'hui que les travaux qui vont devoir être faits en amont, ils sont terrifiants à financer. Donc tout ça fait qu'attention à notre responsabilité. Ne portons pas la responsabilité de dire aujourd'hui que nous pouvons le faire dans un délai très court, parce qu'on nous le reprochera extrêmement vite. Merci. Donc, j'ai envie de dire un oui, mais sur la dette verte. Nicolas Meyer-Rossignol, vous vouliez réagir? Alors, peut-être sur la question de l'endettement, je ne sais pas, ou sur un autre point. Oui, je voulais réagir parce que c'est l'intérêt du débat. Il y a des points d'accord et puis des points de nuance ou de désaccord. Je pense que vous avez dit, madame, un point très important, effectivement, de coopération, à la fois dans l'intercommunalité et dans l'interterritorialité. Ça, je pense, c'est effectivement très important. Pour le dire autrement, le réchauffement climatique nous impose de sortir des guéguerres de chapelle qu'on connaît partout. Alors pour ces personnes, je vais parler de chez moi, Rouen-Le Havre, c'est la guéguerre historique, c'est complètement débile, parce qu'en réalité, quand Le Havre va bien, Rouen va bien, réciproquement, c'est le même bassin de vie, et bien sûr que c'est très important de travailler ensemble. Et vous avez une SEM sur les voilà. trois... Je donne un exemple concret, on a mis en place une société d'économie mixte, c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais où on met de l'argent ensemble, Le Havre, et d'ailleurs y compris Paris, d'ailleurs, enfin c'est tout l'axe Seine, mais peu importe, sur une société d'économie mixte qui investit dans la production d'énergie renouvelable. Concrètement, par exemple, je sais pas moi, du photovoltaïque sur des hauts de HLM ou sur des ombrières de parking industriels, etc. Je veux dire, si c'est fait avec mon argent, enfin l'argent de Rouen, sur le territoire du Havre, mais très bien, et réciproquement, parce qu'en réalité, c'est bon pour tout l'axe. Et ça a aussi des effets vertueux en termes de rayonnement et d'attractivité économique du territoire. Parce que je veux le dire quand même, ce n'est pas le sujet de la table ronde, mais on a de plus en plus de générations, y compris dans le privé, je parlais du privé tout à l'heure, de gens qui regardent comment un territoire s'adapte, vous avez parlé d'adaptation, atténue et s'engage sur ces sujets. Et dans le recrutement des collectivités. Et dans le recrutement, ça compte. Voilà. Bon. Moi, j'ai recruté l'ancien DG de l'ADEME national. Il est venu, et c'est d'ailleurs un signe de l'importance des collectivités locales pour agir sur la transition écologique. Et bon, je pense que ça montre qu'il y a un intérêt pour le territoire. Donc ça, c'est plutôt des points d'accord. Après, j'ai un point quand même de nuance, parce que je comprends ce que vous dites sur l'exemplarité. Bien sûr qu'il faut qu'on donne l'exemple. Mais pardon, mais on le donne déjà. Enfin, vous parlez de la dette publique en France. Les collectivités locales, tout ensemble, avec tout le millefeuille dont on parle, moins de 9%. L'État, 90%. Excusez-moi, mais qui est responsable quand c'est 90, 9 ? Voilà, la réponse est dans la question. Moi, je veux bien être encore plus vertueux, mais on va donner des exemples précis, parce qu'il faut faire des économies. Et pourquoi le budget de l'Élysée ne baisse pas ? On a obtenu, bravo, formidable, que l'Élysée renonce à augmenter son budget. Super, mais il ne baisse pas. Moi, je veux bien baisser à partir du moment où on va prendre un plancher, tiens. Ou plutôt un plafond. Les collectivités ne baisseront pas plus leur budget que ce qu'aura fait l'Élysée. C'est bête comme règle.
Non, mais je provoque, mais c'est pour dire que, franchement, bon, si on veut donner l'exemple, commençons par en haut. Autre exemple, supprimer des choses qui servent à rien. Les ARS, ça sert à rien. Hein. Ça emmerde tous les CHU. Si ça servait à mieux gérer l'argent des CHU, ça se saurait. Tous les CHU sont mal, et en particulier dans les territoires ruraux, ou les centres hospitaliers, disons, dans les territoires en difficulté. Autre exemple, dans un autre registre, l'ANRU, les quartiers populaires, dans les grandes villes, etc. Vous avez des maires qui doivent repasser le bac pour aller expliquer à Paris, pour essayer d'avoir de l'argent peut-être un jour, parce qu'il va falloir en attendant l'avancer, d'une agence, aller expliquer avec un grand oral, je ne caricature pas, hein, devant des gens qui sont très sympas, bienveillants, compétents, tout ce que vous voulez, mais qui ont juste un défaut, c'est qu'ils n'habitent pas la ville du quartier dont on parle. C'est dommage. Donner l'argent aux collectivités directement. Remplacer la bureaucratie par de la démocratie. Donc, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, sur la dette en soi, moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit, même si l'exemple des écoles me paraît moins pertinent, parce que concrètement, bien sûr que les écoles sont importantes, mais comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, en général aujourd'hui, quand on investit dans les écoles, on fait aussi de la dette verte au sens de la rénovation énergétique. Mais ce qui compte, c'est moins la dette en valeur absolue que ce qu'elle génère derrière et notre capacité à la rembourser. Pour une commune qui a un budget de 100 ou pour une commune qui a un budget de 10 000, c'est pas la même chose d'avoir une dette de 1000. Bon, c'est tout bête, c'est le ratio de désendettement et puis aussi c'est le retour sur investissement de la dette. Donc c'est pas la dette en soi, c'est à quoi elle sert. Et franchement, quand vous regardez la structure de la dette des collectivités locales, elle est très vertueuse. Parce que effectivement, à part quelques exemples, c'est vrai que sur les piscines, mais il y a un objet social, vous l'avez rappelé, et encore même sur les piscines, on fait beaucoup d'efforts. On pourrait parler du sport aussi en général, vous avez parlé des stades. Mais sinon, pour tout le reste, on fait que, ou quasiment que, des engagements qui ont un impact écologique très fort, que ce soit de la renaturation, des cours d'école, que ce soit, enfin bref, de la rénovation thermique des logements, etc., etc. Là où je voudrais insister sur un point qu'on n'a pas trop évoqué, Vraiment, très rapidement, c'est le rôle de l'intercommunalité. Bon, alors il y a un exemple dont vous avez fait allusion à Rouen, mais il existe dans plein d'autres endroits. C'est la métropole chez nous, elle a mis en place un fonds qu'on a appelé le FACIL. Bon, je ne sais pas s'il est si facile que ça, mais le Fonds d'aide aux communes pour l'investissement local, super acronyme, pour dire en gros, on met une bonification si les communes, sur les projets communaux, donc typiquement les écoles, qui ont un enjeu écologique. Donc l'assiette, enfin plutôt le taux de subventionnement, il va passer de 25 à 50% si il est avéré que ça va être de la dette verte, quoi. Voilà. Bon, c'est tout bête, hein, et ça se fait dans plein de territoires, mais ça, c'est une bonne illustration de l'intérêt de la coopération intercommunale. Il y a bien sûr des sujets de compétences intercommunales, bon, typiquement les transports ou les déchets, mais il y a aussi des sujets communaux, vraiment communaux, où l'intercommunalité peut avoir un rôle d'accélérateur pour les communes. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que parfois, on a une espèce de guéguerre. Je parlais de l'interterritorialité, mais il faut le dire aussi, des fois, il y a une guéguerre entre l'intercommunalité et la commune, alors que là encore, on ne peut pas se permettre ce genre de guéguerre face à l'urgence. Merci. Guy Ménard-Roche, vous vouliez réagir. Alors vraiment, très brièvement. Je demande très court, ce que j'aimerais vraiment donner la parole. Juste sur le désendettement et sur l'endettement des différentes communes, enfin des communes, des départements, etc. Je voulais rappeler juste trois choses, trois chiffres. Le délai de désendettement de l'ensemble des collectivités avait été ramené à 4 ans et demi en 2021 et pour le bloc communal, il était inférieur à 5 ans, ce qui est très largement inférieur, moins de la moitié, à ce qui est prévu par la loi. Donc c'est très clair là-dessus. On ne peut pas taxer aujourd'hui les collectivités de désendettement trop long. C'est l'inverse aujourd'hui. Deuxièmement, une augmentation d'un an de la durée du désendettement pour l'ensemble des collectivités, c'est-à-dire passer en moyenne de 5 ans à 6 ans, permettrait de mobiliser plus de 40 milliards d'euros supplémentaires. 40 milliards d'euros supplémentaires. Et je vais citer deux exemples pour terminer. Une petite commune, Saint-Ophange, que nous avons auditionné, qui avait décidé c'est une commune de 1000 habitants, hein. Elle avait décidé de se doter d'un plan d'endettement sur 10 ans, afin de construire une politique de transition. Et c'est là où je dis, effectivement, c'est bien d'isoler la dette verte. Ce n'est pas qu'elle est meilleure, qu'elle est plus sale, qu'elle est moins sale. C'est juste qu'il faut l'isoler pour pouvoir savoir et ensuite pour pouvoir acter du fait que cette dette va avoir des répercussions. Et je vais citer le deuxième exemple, et c'est la dernière chose, c'est la communauté urbaine de Dunkerque. La communauté, alors c'est une autre catégorie de communes, mais la communauté urbaine de Dunkerque, elle a ajouté une enveloppe complémentaire de 250 millions d'euros sur la période
2023-2027 sur son PP initial qui était déjà de 350 millions d'euros. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je vous dis juste la raison. C'est une stratégie assumée par la communauté urbaine de Dunkerque pour notamment à moyen terme bénéficier des retombées à la fois en recettes sur une hausse de la fiscalité et en dépenses sur une baisse des coûts de fonctionnement, notamment en matière de consommation d'énergie. Et ça, ils vont l'obtenir. Ils vont l'obtenir grâce à cette enveloppe complémentaire au PPI. Donc je dis oui, l'endettement vert avec des délais de désendettement un peu plus longs, il a toute sa valeur, il prend toute sa place, et c'est bien qu'on sache à quoi sert l'endettement des communes, parce qu'il n'y a rien à cacher en fait. Merci. On va prendre quelques questions dans la salle. Monsieur, on va vous donner un micro. Je vous demande juste de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui, c'est bon, vous m'entendez. Patrick Michaud, je suis maire d'une commune de 6700 habitants, vice-président de Finance RH de la communauté de communes correspondante 55 000 habitants et vice-président au transport au département. Voilà, le CV est fait. Merci pour vos interventions les uns les autres. J'adhère à beaucoup de choses. Je retiens cependant le titre « Finance, coopérer pour mieux agir ». Et aujourd'hui, finalement, on parle beaucoup de dette, on parle de dette verte, on parle pas de mieux agir. Le mieux agir, ou alors discrètement, madame, vous l'avez dit, le mieux agir, c'est, excusez-moi, mesdames, messieurs les parlementaires, voter des lois qui correspondent aux besoins du territoire. Mesdames, messieurs les membres du gouvernement, ne venez pas nous voir pour la photo pour dire voilà ce qui est intéressant sur ce territoire parce qu'ils ont fait ça tout seuls, c'est intelligent, c'est efficace. Et puis finalement, il n'y a aucune déclinaison qui aboutit après sur le territoire, sur une nouvelle loi qui pourrait dire finalement cet exemple qui était super bien fait, eh ben, on ne le retrouve pas. Donc par exemple, sur notre communauté de communes, la piscine, elle est passée intercommunale. Investissement, fonctionnement. Sur le fonds qui facilite l'investissement local, on le fait tous les ans, avec juste des critères qui sont assez simples, puisqu'au niveau de la communauté de communes, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un projet de territoire, comme on nous demande de faire. C'est l'adhésion de tous les maires sur un même territoire. Et si votre investissement local en tant que maire correspond à ce projet de territoire, eh bien, il y a un coup de boost phénoménal de la part de la communauté de communes. Et puis comme on a, puisque c'est encore la communauté de communes qui a le plus de financement finalement, eh bien la communauté de communes rajoute, là aussi pour l'aménagement du territoire, le plus aux citoyens, eh bien un fonds de concours complémentaire. Donc il y a plein de bonnes idées, il y a plein de belles choses. Excusez-moi, hein, fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix, parce que, et quand vous venez nous voir, retenez ce qu'on vous a montré, que vous avez dit c'est super bien, il ne faut pas que le retenir pour vous, il faut le diffuser derrière, et faites la loi correspondante. Parce que franchement, on arrive à faire des super trucs, et qui vont dans le sens de la transition écologique. Mais on n'en parle pas, on n'en fait pas un tabac, ni un dogme écologique, c'est de dire ça correspond aux besoins du citoyen. Et donc on est présent, on est locaux et efficace. Merci. C'est la notion de confiance dont on parlait aussi tout à l'heure. Une autre question. Je regarde. Oui, monsieur devant, on vous donne un micro. Bonjour, Philippe Guyot, je suis maire de Plaisance du Touche, une commune près de Toulouse, 20 000 habitants, et président de la communauté de communes le Grand Ouest toulousain. Donc je ne vais pas donner des exemples de ce qu'on fait. J'ai deux questions. Donc on a commencé, bien sûr, on fait le budget 2025 et on a commencé à voir un petit peu quelles sont les projections pour plus tard. On s'aperçoit que la marge nette, elle fond comme neige au soleil. Et donc ma question, c'est aussi bien au niveau de la commune que l'intercommunalité, on n'est pas surendetté. Est-ce que c'est un conseil de dire il faut continuer à investir et donc il faut s'endetter ou pas? En tous les cas, moi, c'est une vraie question qu'on se pose et on se dit, est-ce qu'on prend des risques pour le futur de nos collectivités? Et puis j'ai une autre question, alors c'est sur la dette verte, justement. Moi, j'ai pas
J'ai pas d'avis sur le fait qu'il faut la faire ou pas, enfin la flécher ou pas. J'en aurais un pour une raison toute simple. Est-ce qu'on peut obtenir d'une façon ou d'une autre, alors je ne suis pas du tout financier, je ne sais pas comment, des taux plus réduits lorsque on fait de la dette verte? Question précise. Est-ce que je peux... Oui, je vais dire un réaction mot rapide. Et je vois madame, je vous passe le micro après. Sur la première question, à savoir est-ce qu'on doit investir ou non, ça c'est une question qu'on se pose tous alors qu'on commence à préparer nos budgets. Ce qui est vrai, c'est qu'on a tous fait les comptes et qu'on voit que les décisions qui vont être prises ou non prises, on va voir la capacité d'agir du Sénat. Mais sur les décisions qui vont être prises sur le PLF, on sait déjà que ça va impacter notre budget de fonctionnement. Donc au sortir de l'équilibre du budget de fonctionnement, est-ce que déjà on doit rentrer la voilure sur des services à nos concitoyens? Ensuite, quelle est notre marge en termes d'investissement et d'endettement, sachant que ce qui tombe quand même très mal, c'est que c'est la dernière année de plein exercice de notre mandat et que normalement la machine tourne à plein pour finir les projets que nous nous sommes engagés à réaliser pour nos concitoyens. Donc j'ai tendance à dire, il y a d'un côté le respect de la parole donnée et de l'engagement pris qui nous pousse à forcer, je pense, un peu plus l'endettement pour arriver à finaliser nos investissements, mais de l'autre côté, il y a l'équilibre budgétaire puisque notre collègue de Rouen nous l'a quand même dit, il a raison, nous on est des gestionnaires, hein. On fait ça toute l'année, pendant toutes les années du mandat. Donc c'est une vraie question extrêmement compliquée. Après, moi je suis pour la dette verte, oui, il nous faut des taux inférieurs qui... Bon, on peut rêver, mais en tout cas, c'est une dette pour moi qui est vertueuse, parce qu'elle répond à un objectif, une cause nationale et encore une fois à l'urgence climatique. Je vois on va prendre deux questions. Je vais vous demander, parce qu'on a une seconde séquence et le temps va vite, vraiment une question courte, s'il vous plaît. En fait, ou une remarque rapide. Le partage d'une expérience, si vous me permettez. Je suis Gwenola Le Troidec, je suis maire de Pamar, au pays Bigoudin. La communauté de communes compte 12 communes, dont 11 sur le littoral. Donc on travaille tout le temps sur la transition écologique parce que nous sommes touchés par le réchauffement climatique, par le réchauffement de l'océan. Donc nous, mieux agir, je vais vous dire les plantations de Hoya, ça ne suffit pas. Ça permet de sensibiliser et d'informer les populations aux risques que nous connaissons et que nous allons connaître très rapidement. Juste donc un exemple. En 4 ans de mandat, sur certaines côtes, nous avons un recul du trait de côte de 10 mètres, voire plus, et ça ne se recharge pas. Donc nous, la discussion, c'est pas est-ce qu'on continue à planter des Hoya et aller chercher du budget, même si on le fait, c'est qu'est-ce qu'on va rendre à la terre pour la mer. Qu'est-ce que nous allons donner à la mer comme espace supplémentaire? Et donc l'expérience humaine que nous allons vivre dans les années qui viennent, et même rapidement, puisque ça a déjà commencé à Trépiagat, à côté de chez moi, c'est l'expulsion d'habitants. On compte chez nous plus de 150 maisons qui pourraient être concernées. L'expulsion d'habitants, la relocalisation et une espèce de sentiment d'impuissance. Voilà, je voulais juste partager cette expérience. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Monsieur derrière, pareil, si vous pouvez faire une question courte, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Daniel Valero, le maire de Genasse, département du Nouveau-Rhône, 13 700 habitants. Juste une petite remarque sur les financements. Encore faut-il que pour faire de l'endettement, nos recettes de fonctionnement et nos dépenses de fonctionnement permettent de rembourser la dette, quelle que soit la durée. On oublie ça souvent, mais on peut avoir une commune très peu endettée, mais que la banque ne nous prête pas non plus parce qu'on ne peut pas le rembourser, le futur emprunt qu'on va faire. Donc il faudra penser aussi à ça. La deuxième, et sans polémique du tout, on est tous là, on est tous logés à la même enseigne, on veut tous faire plein d'efforts. Est-ce que vous croyez que c'est que nos communes et la France qui va faire que si on fait tous les efforts qu'on va tous faire, tous autant, avec toute la bonne volonté, qu'il n'y aura plus de catastrophe climatique? Parce que autour de nous, il y a énormément de pays qui ne font rien, mais rien du tout. Et c'est ça qui me désole. C'est quand on nous demande, et je reprends les termes, de faire en 6 ans des choses à une vitesse accélérée alors que nos finances de l'État, de nos communes ne suivent pas, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas en 6 ans, c'est peut-être en 100 ans qu'ils vont faire le moindre effort. Et ça, c'est désolant pour nous les maires, puisqu'on a la pression de tout le monde, sans avoir les financements et sans avoir les ressources, si ce n'est que, qu'il a dit, d'augmenter toujours les mêmes impôts à toujours les mêmes, ceux qui payent la taxe foncière, et les entreprises qui sont déjà jusque-là. C'était ma réflexion.
Merci, merci à vous. Deuxième séquence, et je vous proposerai de reprendre quelques questions avant la fin du forum. Donc, de toute façon, il y a une poursuite de beaucoup de choses qu'on s'est déjà dit dans la première séquence. Là, on va plus s'arrêter sur les outils de gouvernance financière et fiscale. Mais bon, on l'a déjà fait en partie. Je vous présente nos deux intervenants. Marie Ducamin, vous êtes maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, vice-présidente aux finances de Rennes Métropole et également présidente du conseil d'administration de l'agence France Locale. Je vous en dirai un mot, et c'est vrai qu'on a parlé pas mal de l'endettement, donc je pense que ça vous évoque quelques réflexions. Également Guillaume Guérin, vous êtes président de la commune urbaine de Limoges Métropole, et nous parlerons aussi effectivement de ce que vous avez mis en place. On en parlait tout à l'heure, et effectivement de voir chaque cas. On parlait tout à l'heure de différenciation. Alors, ce n'est pas de la différenciation, mais chaque interco fonctionne différemment. Et l'idée, c'est l'efficience. Et ce que vous avez mis en place avec un pacte de territoire assez fort, avec des fiches actions, ça fonctionne plutôt bien, de ce que j'ai cru comprendre. Marie Ducamin, quelques mots, alors peut-être sur ce que vous faites sur la métropole. C'est vrai qu'on l'a évoqué déjà, un peu les fonds de concours, des financements fléchés spécifiquement sur la transition écologique, avec des majorations même dans les aides. Oui, sur la métropole de Rennes, donc on est une métropole très dynamique qui attire, enfin en tout cas qui accueille de nouveaux habitants régulièrement, avec des taux de croissance démographique fortes, et donc des besoins pour les communes d'accueillir de la population, d'accompagner avec des équipements publics. On a cette chance d'être dans un territoire dynamique, mais aussi on a des devoirs, notamment d'accompagnement des communes. Et sur la métropole, donc 43 communes, une métropole de 400 000 habitants, on a développé un pacte financier et fiscal qui est assez ambitieux, et avec notamment des fonds de concours qui accompagnent les projets d'investissement des communes, avec évidemment des bonus, enfin je dis évidemment, mais ça a été travaillé et ça a été mis en place, des bonus écologie. Donc c'est-à-dire que quand les projets d'investissement cochent un certain nombre de cases, l'accompagnement de la collectivité est plus important. C'est 171 projets qui ont été accompagnés depuis la mise en place des fonds de concours en 2017, et c'est 7,5 millions par an. Donc c'est important effectivement, et je pense que dans ces on parle de coopérer avec les communes, c'est important effectivement que l'intercommunalité soit très attentif à la dynamique financière des collectivités. Parce que comme Rouen, il y a beaucoup de communes qui sont de moins de 5 000 habitants, Exactement. voire même des plus petites. On a des communes rurales et on a des communes effectivement très petites, avec des moyens d'investir qui sont limités, donc c'est important. On a aussi une dotation de solidarité communautaire qui est aussi très élevée, parmi les plus élevés de France, puisqu'on est à 70 € par habitant, 36 millions chaque année. Alors, ce sont deux dispositifs qui pèsent sur les finances de la métropole. Et pour reboucler avec ce qui nous préoccupe au quotidien, on attend les nouvelles finales pour savoir où est-ce qu'on va atterrir, mais on va devoir faire évidemment des économies sur nos budgets de fonctionnement. Il pourra y avoir des impacts, et c'est vrai qu'il ne faut pas imaginer que même si ce sont seulement les 450 plus grosses collectivités qui sont visées, il n'y ait pas des impacts sur les petites collectivités, parce qu'il y a des transferts financiers depuis les départements vers les communes, depuis les gros EPCI vers les communes. Mais en tout cas, on a ce souci effectivement d'embarquer tout le monde, et avec un projet commun qui est à la fois l'accueil, mais aussi l'accueil vertueux sur des éléments, enfin, sur les enjeux du climat. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais dans les conséquences, moins d'aide des départements et des régions. Et des fois, leur participation peut être importante. Ah bah c'est sûr que je pense qu'on va le voir dans toutes nos communes. À partir du moment où les régions ou les départements se désengagent sur certains dispositifs, les acteurs vont se retourner vers les élus communaux pour pouvoir être aidés. Et on va, en tout cas pour les communes qui sont les plus impactées par la loi de finances, on ne pourra malheureusement pas suppléer à ces désengagements. Avec votre casquette, donc président du conseil d'administration de l'AFL, l'agence France Locale, justement, le débat a pas mal porté sur l'endettement, sur justement des prêts plus longs
comment vous réagissez Oui, alors l'AFL, c'est vrai que c'est un très très bel outil. J'ai le plaisir et l'honneur d'être présidente de l'AFL depuis presque 2 ans maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas si vous ne connaissez pas, en sortant, vous tombez sur le stand de l'AFL et donc ce sera l'occasion pour vous. L'Agence France Locale, c'est un outil de coopération alors intercommunal, mais aussi de toutes les collectivités locales, qui a été créé en 2015. Et c'est une banque des collectivités pour les collectivités. Les actionnaires de l'AFL sont toutes des collectivités, régions, départements, communes, intercos, syndicats. Et l'AFL ne prête qu'aux collectivités. C'est un outil, enfin moi je trouve que dans le moment que nous vivons, on se dit tous que c'est difficile, que ce mandat a peut-être été le plus difficile depuis longtemps, et on sait en tout cas que c'est très exigeant. C'est des signes que on arrive à construire des choses au niveau local qui sont efficaces. Puisque c'est évidemment, puisque l'ensemble des collectivités de France peuvent y adhérer, enfin, et en tout cas être actionnaires de l'AFL, c'est évidemment un outil complètement transpartisan. Je n'ai pas entendu une seule fois un seul actionnaire, une seule commune, département, région qui se plaignent de cet outil. C'est un outil extrêmement efficace lorsqu'on est actionnaire de l'AFL. On peut donc, lorsqu'on emprunte ensuite l'AFL, répond au tour de table avec les autres banques. Et dans 80% des cas, j'ai fait l'expérience à Rennes Métropole comme à la ville de Saint-Jacques où je suis maire, dans 80% des cas, on choisit l'AFL parce que les taux proposés sont les meilleurs. C'est un outil extrêmement agile et l'AFL, du fait de sa spécificité, puisque le conseil d'administration, ce sont des élus locaux, hein, donc exclusivement des élus locaux. C'est une agence qui comprend très bien les besoins des collectivités, qui les accompagne, y compris en ingénierie, et qui travaille avec l'INET, avec l'ADEME, avec le CEREMA pour proposer des outils de financement. Ça a été le cas, là cette année, on travaille sur la question des mobilités, mais ça a été le cas aussi sur la rénovation thermique. C'est pas miraculeux, évidemment. C'est pas l'Agence France Locale ne crée pas de l'argent qui n'existerait pas. En revanche, c'est un accompagnement pour le financement des collectivités locales qui est extrêmement efficace. Merci d'avoir fait aussi vite. Je dis juste un mot sur, vous avez, comme beaucoup de collectivités, une SEM énergie. Et effectivement, un mot qu'on a peu employé depuis le début, justement, les communes ont souvent besoin d'une aide en ingénierie. Et donc, sans que ça soit la seule réponse, mais la SEM, c'était pareil sur la métropole de Rouen. Effectivement, c'est un outil qui peut aider les communes, et des fois même en amont, pour monter un projet. Hein. Oui, tant que les modèles économiques ne sont pas trouvés, notamment pour les grands projets de photovoltaïque, c'est intéressant que les collectivités puissent entrer au capital de ce genre de projet, de façon à monter des projets sur le territoire. Donc, pour la SEM Énergie du département d'Ille-et-Vilaine, la métropole est présente et accompagne des projets, y compris en dehors de son territoire, parce que sur les métropoles qui sont assez denses, il n'y a pas toujours le moyen de développer des éoliennes ou des grands champs photovoltaïques. En revanche, on sait bien que les porosités du territoire fait qu'on a besoin d'intervenir au-delà du strict territoire administratif. Merci beaucoup. Guillaume Guérin. Désolé, vous passez en dernier, le temps court. Donc, comme on disait, effectivement, communauté urbaine de Limoges Métropole. Donc, effectivement, une ville très importante au niveau du nombre d'habitants, et après, beaucoup de communes beaucoup plus petites. Tout à l'heure, je parlais du pacte de territoire qui a été, c'est important dans toutes les intercos, mais particulièrement pour vous sur ces sujets de transition écologique. Peut-être introduire mon propos à travers une réponse aux deux intervenants, monsieur ici et monsieur derrière nous, qui parlait justement de la capacité à éviter les catastrophes naturelles et à lutter en matière de transition par rapport aux pays voisins qui parfois ne font pas grand-chose ou voire rien. Le sujet des transitions à l'échelle d'un territoire intercommunal, quel que soit le territoire intercommunal, est un sujet éminemment transverse. Il y a deux façons de faire et je pense qu'il n'y a pas une meilleure que l'autre. Où vous avez des projets en matière de transition comme la décarbonation, les réseaux de chaleur, tous ces grands sujets qui touchent des populations bien au-delà de la ville-centre ou de la commune phare. Vous prenez le cas de mon réseau de transport en commun, c'est un peu moins de 20 millions de voyageurs par an. La volonté est de le décarboner à 100% à horizon 2028. Ce projet, il ne sert pas les intérêts uniquement de la ville-centre, il sert les intérêts de toute la population intercommunale, c'est-à-dire un bassin de vie de plus de 200 000 habitants. Et donc, de fait, on n'a pas besoin de fonds de concours. On en fait un projet intercommunal qui a déjà été
adopté dans un projet de territoire qui lui-même a été co-construit avec les maires au début du mandat. Moi, je crois beaucoup à deux choses pour qu'une interco marche. Il faut déjà que son périmètre soit choisi et pas subi. Dès lors que vous obligez des communes à rentrer dans un ensemble intercommunal, ça ne marche jamais, quel que soit l'endroit où vous vous situez dans le pays. Et puis, vous avez la question de la cogestion. C'est-à-dire qu'une interco, ce n'est pas une mairie, ce n'est pas un département, ce n'est pas un conseil régional. Vous n'avez pas une majorité et une opposition. Vous avez des maires qui sont légitimement élus dans un espace géographique et dans un espace-temps donné. Vous les trouvez bons, compétents ou pas, ce n'est pas le sujet. Ils ont été légitimement élus par leurs concitoyens et donc ils ont vocation à participer à la vie de l'ensemble intercommunal le temps d'un mandat. Et donc moi je crois beaucoup à la cogestion. Ça marche en principe à peu près partout, c'est-à-dire un partage de l'exécutif entre la majorité du moment et l'opposition dite du moment. Et puis, pour amener les gens à partager et à voter des délibérations, notamment les budgets, je pense qu'il y a cette question de projet. Et le projet de territoire mérite d'être travaillé en début de mandat. Moi, je crois beaucoup à cet outil-là. Et puis après, vous avez la façon de piloter l'interco. Moi, je crois aussi beaucoup à la conférence des maires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une décision dans une agglomération, une communauté urbaine, une communauté de communes ou une métropole, si vous n'avez pas la validation d'une majorité des maires sur ces projets. Ce sont quand même les maires qui sont l'émanescence de ce qu'est l'intercommunalité. Et donc, à ce titre-là, je crois beaucoup à la capacité à produire un texte commun en début de mandat, pacte de territoire, projet de territoire. Et la question des transitions est éminemment transverse. Tout le monde s'y retrouve aujourd'hui. Vous savez, l'ancien monde, le nouveau monde, la gauche, la droite, tout le monde a conscience qu'il faut aller vers ce prisme là et que l'enjeu des transitions est éminemment important pour nous. Mais il est à double titre, non pas pour donner des leçons de morale au reste du monde, parce que ça, à la rigueur, c'est pas trop le sujet. Moi, je crois que en matière de transition, il s'agit d'apporter un bien-être à nos populations. Quand vous décarbonez un réseau de transport, tout le monde est content. Quand vous faites un réseau de collecte d'ordures ménagères 100% décarboné, c'est le cas du mien. Bon, au passage, ils me disent qu'il est 100% décarboné. Vu la topographie de mon terrain, j'ai quelques sujets sur 3-4%. Mais c'est un affichage fort qui interpelle, et je crois que c'est ce qu'attendent nos concitoyens, que ce soit les jeunes générations ou même les générations de seniors. Aujourd'hui, la décarbonation du réseau de transport, les seniors vous disent « vous ne faites pas pour nous, mais faites-le pour nos petits-enfants ». Donc ça, ce sont des sujets qui sont éminemment transverses. Et puis s'il y a des communes qui ont des projets communaux en matière de transition, il y a deux façons de faire. Ou fonds de concours de l'interco en soutien à la commune qui porte le projet, ou en faire un projet intercommunal. Chez moi, on a fait une technopole des énergies renouvelables avec de la pyro, gazéification, des choses comme ça. À la base, c'est un projet qui est porté par un des maires de l'Interco, qui au passage n'est pas de mon bord politique. Moi, je trouve le projet vertueux. C'est un projet qui va créer de la valeur ajoutée sur le territoire, qui va créer quelques emplois, c'est des emplois de haute technicité. Et donc, à ce titre-là, on en fait un projet intercommunal. Voilà. Donc, je crois que le projet de territoire, aussi détaillé soit-il, ne peut pas tout prévoir. Donc il faut un peu de souplesse aussi. Il ne peut pas tout prévoir, mais vous savez, en cas de turbulence, et sur un mandat, des turbulences, vous en avez. Vous avez des turbulences politiques, vous avez des turbulences financières, on le voit bien aujourd'hui. Le projet de territoire permet d'avoir quand même un fil rouge qui vous permet de pas trop vous écarter en cas de tempête. C'est-à-dire que vous avez votre document phare et après vous avez des ajustements. Mais vous en référez toujours au texte. Et puis quand arrivent les élections, où la période se retend un petit peu, et qu'on vous dit « oui, mais ça, on l'aurait fait différemment ». Attends, tu es gentil, mais tu l'as voté à l'unanimité au début du mandat. Donc ça reste quand même le fil conducteur de ce que doit être, à mon sens, un mandat intercommunal. Mais encore une fois, tout ça passe aussi par la façon de piloter l'interco. Je crois beaucoup à la forme autant qu'au fond. Merci beaucoup. Il nous reste un peu de temps pour des questions, alors donc évidemment sur les deux séquences. Guy Benaroche, une personne par hasard dans la salle. Oui, c'est juste sur l'ingénierie, parce que ça me paraît très important et que c'était un des points dont j'ai pas parlé. Par rapport à ce que disait le monsieur derrière, oui. Tout à fait. C'est vrai que ça casse un peu l'élan, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est sûr. Je voulais juste rappeler. Même si en Europe, on n'est pas le pire continent. On n'est pas le pire continent. Alors, je faisais pas le rapprochement avec ce qui se passe dans le reste du monde, parce que de toute façon, si on ne prend pas la part des choses, et en fait, les pays ne contribuent pas tous de la même façon au réchauffement climatique, on le sait très bien. On y contribue aussi, et puis de toute façon, si on attend toujours que les autres fassent avant nous, on n'aurait peut-être pas fait la révolution de 1789 non plus, donc il faut y aller. Bon, sur la faiblesse et les carences de l'ingénierie publique, aujourd'hui, il y a 26 départements en France qui connaissent un manque
critique d'expertise pour porter des projets territoriaux. C'est une étude de la filiale de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, tous les organismes de l'État, Météo France, l'IGN, le CEREMA, l'Agence de l'eau, l'OFB, les parcs nationaux, l'ADEME, l'ONF, le CNPE, aujourd'hui, avant même le budget 2025 dont on parle, sont en régression d'effectifs depuis quelques années. Aujourd'hui. Et le besoin d'ingénierie, il est multiforme. C'est un besoin d'ingénierie de premier conseil, c'est un besoin d'ingénierie d'animation territoriale, c'est un besoin d'ingénierie de transfert et d'essaimage. Et pour répondre à ça, il y a une préconisation, c'est la recommandation numéro 7, je ne vais pas la faire en détail, dans le rapport, qui dit en lien qu'il faut réaliser un référentiel, un guide de l'accompagnement des transitions environnementales à l'attention des services déconcentrés de l'État et particulièrement des sous-préfets qui sont les interlocuteurs de premier niveau des collectivités que vous êtes et qui eux-mêmes ne sont pas au courant et ne savent pas comment faire. C'est une des préconisations. Merci. Oui. Attendez. Bonjour mesdames et messieurs. Gérald Giraud, donc maire de Saint-Martin-du-Riage, c'est une commune périurbaine de Grenoble entre Grenoble donc, et Champs-Rousse. Donc nous on fait partie de la communauté de communes du Grésivaudan. Saint-Martin-du-Riage est connu pour sa station thermale de Riage-les-Bains. Donc les aspects financiers sur l'investissement lié à la transition écologique, c'est un problème en effet. Mais le problème auquel moi je suis confronté en tant que maire, et ça fait 5 ans que je suis élu, et de mon deuxième mandat de maire et 3 mandats d'adjoint, c'est un problème de ressources humaines et de portage de projets. Parce que je vois que sur ce mandat, malgré l'énorme volonté des élus de mon conseil municipal, la liste des projets qu'il y avait et des rénovations qu'il y avait à faire, on a réussi à rénover à peu près 1000 m² sur 19 000 m². Donc si je fais un ratio, si on doit rénover toutes nos structures communales, il nous faudra plus de 100 ans. Je ne suis pas sûr que le changement climatique attendra 100 ans et que les besoins vont attendre ces périodes-là. Donc comment on fait pour arriver à aider les collectivités, non pas financièrement, mais pour arriver à avoir les ressources humaines qu'il faut pour porter des projets qui sont souvent relativement complexes, qui demandent des connaissances à la fois techniques, locales, etc. On a vraiment un besoin d'aide, mais un besoin d'aide en termes, pour moi, de ressources humaines. C'est évident. Humaine, c'est aussi en termes d'ingénierie. C'est en termes d'ingénierie, en termes de services techniques, en termes de direction de services techniques. Bon, on a une direction des services techniques qui fait un boulot énorme, qui doit travailler pour le moment 60 heures par semaine. On ne peut pas lui demander d'en faire plus. C'est pas possible. Et on ne peut pas non plus recruter. Enfin, on ne sait pas trop financièrement où on va. Et c'est difficile de recruter et compliqué parce qu'on a du mal à trouver aussi les compétences sur le marché. Donc vraiment, moi, si je lance un appel à l'aide, c'est à l'aide pour arriver à aller de l'avant sur l'aspect financier, mais surtout sur l'aspect ressources humaines. C'est très très compliqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on regroupe un peu quelques questions et on pourra y répondre. Est-ce que d'autres questions? Là, on vous donne un micro. Merci. Sylvie Sculot, maire de Séné-Morbihan, Bretagne. Pour rebondir par rapport à tout ce que l'on se dit, qui est laissez-nous tranquille l'État, on sait comment il faut faire chez nous. Et malgré tout, se dire que tout ce que l'on a mis en place dans nos communes, nos intercommunalités, départements, régions, en lien avec la transition écologique, on l'a fait parfois par pure conviction. Pour moi, qui suis par exemple une élue assez facilement revendiquée écologiste, mais ça a pu être aussi parce que c'était un cadre imposé par l'État. Et quand l'État et nos tutelles, et on évoquait aussi toutes ces agences, et quand tout à l'heure on disait « Oh, laissez-nous tranquille l'État », moi, je n'ai pas très envie qu'il nous laisse complètement tranquilles sur cette question des transitions écologiques. Et je crains ce recul possible des injonctions, puisque c'est aussi par ces injonctions, ces aides et ces injonctions, ces carottes et ces bâtons, que nous avançons. Et dans un élan un peu trumpiste, je crains aussi que l'on perde, on le voit sur certains sujets déjà, les moyens, déjà, on les perd, mais qu'aussi on perde l'impératif d'agir en ce sens. Voilà, c'était une réaction plus qu'une question, mais peut-être qu'elle rebondit avec d'autres. L'État, effectivement, on a toujours besoin d'État, mais effectivement, dans une certaine proportion. D'autres, encore une question après, parce qu'on arrive doucement à la fin. Alors, je ne le vois pas. Jean-François Vigier. Oui, non, juste, je pense que madame a raison sur l'État. Il ne faut pas moins d'État, hein, madame. Mieux d'État.
Non, il faut que... Et là, ça pose une autre question, c'est la question de la feuille de route de la transition écologique. Elle existe. Nous, ce qu'on demande à l'AMF, et notre président David Lisnard l'a répété à de multiples reprises, c'est qu'elle ne soit pas verticale et qu'elle s'adapte à chaque territoire. C'est ça qu'il nous faut. Mais évidemment, dès lors qu'on est sur une grande cause nationale et qu'il y a cette urgence climatique, oui, tout le monde doit avancer ensemble. État, collectivités locales, on fait tous notre part. La question, c'est comment on la réalise dans les délais qui nous sont donnés, avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Que ce soit l'ingénierie, notre collègue vient de nous le rappeler, ou les moyens financiers, ou les moyens humains, nous ne sommes pas armés aujourd'hui pour la faire en 5, en 6 ans, voire en 10 ans. Et c'est là où nous avons besoin de plus de capacité d'agir, plus de liberté pour la mener à bien, pour l'intérêt de nos concitoyens. Parce qu'au final, c'est bien pour le pays. Évidemment, on ne réglera pas la question du monde entier, mais on travaille aussi pour le bien-être de nos concitoyens. Merci. Et je pensais planification écologique, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Et on a besoin de l'État aussi. Pas pour tout faire, évidemment, mais on a effectivement, l'État est toujours nécessaire. Oui, on a parlé de faire bloc tout à l'heure entre les communes et les intercos. Bien sûr que l'État est indispensable, mais je pense qu'il faut aussi qu'on admette qu'on n'a pas attendu les injonctions de l'État, les uns et les autres, pour faire de la transition écologique sur nos territoires. Nous, il y a 10 ans, on a renaturé une cour d'école. On s'est fait engueuler par les parents parce qu'il y avait trop de gadou sur les pantalons des enfants. Et il y a 10 ans, quand on enlevait du bitume sur les cours d'école et qu'on mettait de l'herbe, effectivement, à l'automne et au printemps, c'est pas idéal. Mais aujourd'hui, on nous dit « mais vous êtes complètement idiots de ne pas déjà avoir renaturé toutes les cours d'école ». Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on avance avec des contraintes sociologiques, entre guillemets, ou avec une acceptabilité sociétale de nos concitoyens qui aujourd'hui nous paraît évidente, mais qui n'était pas tout à fait autant il y a quelques années. Je crois que ce qui est vraiment très important et qu'il faut qu'on arrive à retenir, c'est qu'on l'a un petit peu dit, État, commune, interco et bien évidemment région, département, mais aujourd'hui on a moins de moyens, donc il faut qu'on arrive à faire mieux ensemble. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Nos communes, et vraiment j'insiste, nos communes et nos intercos sont des vases communicants en termes de financement. Le jour où nos intercos n'ont plus les moyens de donner des fonds de concours aux communes ou de la DSC pour le fonctionnement, puisqu'on a quand même aussi un peu parlé de fonctionnement, le jour où nos intercos n'ont plus les moyens d'aider les projets des communes, on fait comment? Le jour où nos communes ne sont plus assez attractives et dynamiques, comment vivent nos intercos? Je crois que vraiment, le sujet, il est complètement là. Et il faut qu'on arrive à faire différemment, parce qu'on se le redit, même si on arrive à récupérer, à gratter quelques sous sur ces milliards qui vont nous être ponctionnés, on n'aura pas ce qu'on avait prévu d'avoir. Et ça va être durable. Ça ne va pas être que cette année. Je crois que là aussi, il faut se le dire. Les 60 milliards d'euros, ce n'est pas nous. Je crois que là, on en est tous totalement convaincus. Mais on va participer, comme on a participé en 2014. Donc, à partir de là, il faut qu'on apprenne et qu'on accepte aussi nombreux soyons-nous, il faut qu'on accepte aussi, j'insiste, qu'on n'aura pas tous un équipement par commune, qu'on n'aura pas tous un équipement par interco, qu'on ne va pas pouvoir peut-être avoir des plans lumière qui seront les mêmes. Il va peut-être falloir jouer encore plus la solidarité. Nous, on a sur le budget voirie, on a collecté les communes avec l'agglomération sur les travaux. Qu'est-ce qu'on voit 10 ans après? On a des communes qui n'ont pas fait 1 centime d'euro d'investissement sur l'éclairage public. Et ben, on a décidé de le reprendre pour le compte de l'Interco. Et c'est l'Interco qui va revoir tout le programme d'éclairage public de nos communes, et y compris les communes qui ne sont pas tout à fait politiquement avec la présidente de l'agglo, voire qui ont voté contre le budget. On va essayer d'avoir la mémoire courte sur certains sujets. Sympa quand même. Hein. Donc, et on va changer parce qu'on se dit que ces luminaires-là, ce n'est pas possible de les laisser. Donc je crois que très sincèrement, il faut qu'on ressorte de cette table ronde en se disant... Bien sûr que c'est compliqué d'avoir moins d'argent, ce n'est pas de notre faute, sauf qu'on est tous des citoyens français, on est tous des contribuables. Les impôts, on ne va pas pouvoir les augmenter ad vitam aeternam, même si effectivement, il n'y a qu'une partie de nos concitoyens qui paient les services publics locaux, sauf qu'on a aussi beaucoup de concitoyens qui sont touchés par des questions évidentes de pouvoir d'achat, et que la fiscalité, elle ne va pas pouvoir augmenter en même temps que la dette de l'État. Donc on est vraiment sur tous ces enjeux, et j'insiste, nos intercos sont vraiment une chance pour nos communes, parce qu'on va pouvoir, si on l'accepte en tant que maire, développer des choses au niveau de l'Interco qu'on n'aurait pas pu faire au niveau des communes. Merci beaucoup. On arrive à la fin, mais
Marie Ducamin, ça fait un certain temps que vous leviez la main, donc je vous donne le mot de la fin, si je puis dire. Alors, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais je voulais répondre à la question sur est-ce que je peux dégrader davantage, comment je prépare mon budget? Parce qu'on s'est posé la question, nous, à Rennes Métropole, effectivement, on se la pose aussi dans ces termes. La difficulté, je trouve, dans le moment, c'est que dégrader les ratios, c'est pas un problème, et je pense que c'est normal de s'endetter pour la transition. En revanche, ce qui manque, et il me semble que c'est un message que l'AMF passe à l'État, c'est la visibilité. Parce que dégrader, si on a de la visibilité et si on sait que voilà, on a telle recette ou telle dépense de fonctionnement à attendre, c'est très bien. Mais quand on pilote à vue, on ne peut pas se permettre de dégrader trop, et donc on est prudentiel, et donc c'est au détriment du financement de la transition. Donc cette visibilité-là, une espèce de pacte, parce que vous disiez peut-être ça va durer, mais moi j'en sais rien du tout, je ne sais pas du tout pour le moment ce qui va se passer avec la ponction des 2% des recettes réelles de fonctionnement. On est dans le brouillard total, et construire des budgets, y compris construire une transition dans cette espèce de brouillard, alors je ne mets la réponse, enfin voilà, c'est la situation politique qui est comme ça, mais je pense qu'on a besoin de construire cette visibilité avec l'État, cette prospective pour pouvoir prendre des risques éventuellement, s'endetter, parce que 4 ou 5 ans, c'est pas beaucoup. On pourrait facilement passer à 6 ou 7. Mais par contre, on ne peut pas dévisser. Et pour ne pas dévisser, il faut avoir de la visibilité. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on s'arrête là parce qu'il y a le prochain forum là, qui commence théoriquement maintenant. Jean-François Vigier, alors vraiment un mot très court, peut-être de conclusion. Merci avec Stéphanie, on a été ravis de co-animer ce forum. Merci aux intervenants, merci à monsieur le sénateur, monsieur le maire de Rouen, madame la présidente de l'AFL et mon collègue de Limoges qui a dû partir. Je vous invite tous, on fait maintenant une conférence sur les budgets verts, ça va être passionnant. et merci en tout cas à toutes et tous pour votre présence. Merci beaucoup.